5e pilier de l'islam n'aura pas lieu. Pour la deuxième fois consécutive, les autorités saoudiennes, sous la contrainte de cette crise, ont décidé de restreindre le pèlerinage aux seuls résidents en Arabie saoudite. Et voilà que les contraintes étant ce qu'elles sont, le pèlerinage des pays étrangers est suspendu. Les voyagistes privés doivent s'ajuster à la donne et rembourser l'argent déjà encaissé. Dans ce sens, la délégation générale au pèlerinage avait entamé des concertations avec les organisateurs privés et avait dégagé un certain nombre d'hypothèses possibles pour cette année. Selon le délégué général au pèlerinage, les voyagistes privés et acteurs du Hajj peuvent compter sur les subventions de l'État après 2 années d'inactivité. Certainement, la même procédure va être utilisée cette année. Et l'État ne restera pas, Inch'Allah ta'ala, sans venir en aide à ce secteur-là. Et puis nous parlons de cette tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Macky Sall a présidé ce mardi un conseil présidentiel territorial de développement au centre culturel de Matam. Une occasion pour revenir sur les investissements consentis dans cette région et dévoiler les projets futurs. Matam a englouti plus de 249 milliards de nos francs en termes d'investissement, plus que ce qui avait donc été prévu lors des conseils des ministres décentralisés. 86 villages seront électrifiés, de même que la construction de la cour d'appel. Les détails avec Fatoumata Diop. Le chef de l'État a présidé le conseil présidentiel sur le développement de la région de Matam. L'État, à travers différents mécanismes, a investi dans cette zone près de 249 milliards de francs CFA, soit 2 fois plus que le montant validé lors du conseil des ministres décentralisé organisé à Matam en 2013. À l'issue de ce conseil, l'État avait pris l'engagement d'investir 126,8 milliards de francs CFA dans divers secteurs. Dans le secteur des infrastructures, le gouverneur affirme que 340 km de routes ont été revêtues, tandis que 134 pistes de production et 820 mètres de ponts ont été réalisés. Dans le cadre du programme régional d'investissement, l'État a prévu pour la région de Matam 381 milliards de francs CFA d'investissement public sur la période 2021-2025. Par ailleurs, l'électrification de 86 villages dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence de développement communautaire, la construction d'une gendarmerie à Chilogne et de la cour d'appel de Matam sont également envisagés. Je vous l'annonçais dans les titres, le leader du mouvement Gomzeba poursuit sa tournée dans le nord du pays. À l'étape de Rosso, la caravane Tibetan-Komaki a rencontré des populations très remontées contre la gestion des autorités municipales. L'arrêt du trafic sur le fleuve a envoyé au chômage beaucoup de jeunes. La réaction du leader du mouvement Gomzeba, Bougane Gueye Dany, avec Alassane Baldé. Ces piroguiers qui assuraient la traversée, aujourd'hui ne peuvent rien faire. Et les pirogues sont en train tout simplement de se délabrer. Regardez les pirogues. On est ça avec monsieur le maire. Le monsieur le maire a pulsé de tous ses moyens. On a parlé avec le préfet, on a parlé de toutes nos forces. Parce que nous sommes des Sénégalais de lambda. C'est le président Macky Sall qui doit venir au dernier recours, au dernier coin, envoyer ces éléments pour regarder ce que... Parce qu'il y a un période qui s'est passé là. C'est le Covid. On a des problèmes. C'est l'État qui doit... Retenez également qu'à Dagana, le leader de Gomzeba a annoncé une bonne nouvelle à la jeunesse avec la réouverture de l'usine de la Socas. Grâce à des entrepreneurs sénégalais, l'usine qui a été à l'arrêt va redémarrer ses activités. Le président Macky Sall également qui annonce l'octroi de salaire au chef de village, une décision jugée tardive par Bougane Gueye Dany. Selon le leader du mouvement Gomzeba, il a fallu attendre 11 ans de règne à Macky Sall pour penser au chef de village. Pour lui, il y a du faux, de la manœuvre politicienne derrière cette décision prise par le chef de l'État. Au-delà des chefs de village, il faut y inclure les Badianougor également qui jouent un rôle essentiel dans la société. Et puis nous parlons de la section locale de Frappe France Dégage de la commune de Kafountine qui a battu le pavé préjugé de l'autorité des poursuites judiciaires contre le maire de la localité, Victor Fansou Diatta, qui est accusé de détournement de fonds. Une plainte a été d'ailleurs déposée sur la table du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor depuis 2018.
Le Frapp France Dégage s'inquiète sur l'état du dossier. Moustapha Diédhiou est le chargé de communication de Frapp France Dégage. Nous l'écoutons avec Abdourahmane Diallo. Le collectif pour la défense des intérêts de Kafountine a déposé une plainte au tribunal des grandes instances de Ziguinchor. Jusqu'à cette temps-ci, cette plainte n'a pas été refaite. On appelle le président de la République pour que cette plainte soit saisie. Parce que nous, la population de Kafountine, nous voulons la justice. Nous voulons la justice sur cette malversation au niveau de la mairie. Parce qu'on ne peut pas concevoir depuis 2018, on dit qu'il y a détournement au niveau de la mairie. Et ce détournement-là reste un sujet tabou, et ce qui n'est pas normal. Et nous, la population de Kafountine, nous exigeons que justice soit faite et que lumière soit faite. La population de Kafountine-là a besoin des infrastructures, a besoin de l'eau, a besoin de l'électrification, a besoin de sa santé. Arrêtons-nous sur les dernières sorties du ministre de l'Enseignement supérieur, sorties durant lesquelles la langue de Molière a été donc malmenée. Cheikh Oumar Anne, lors de son passage à une émission à iRadio, de même que lors de son discours à l'accueil du chef de l'État en tournée dans le Nord, n'a pas honoré son poste et son rang de ministre de l'Enseignement supérieur. Des sorties malheureusement qui n'ont pas laissé de marbre son prédécesseur, le professeur Mary Teuw Niane. Si ce sont les conséquences du trac, le ministre de l'Enseignement supérieur gagnerait à parfaire son vocabulaire pour une bonne image de l'école sénégalaise. Un commentaire de Fatou. La vidéo est devenue virale. Les réseaux sociaux ne l'ont pas ratée. Et si c'était la première fois, on aurait cru que c'est un trac ou du moins un lapsus. Mais venant d'un ministre de la République, de surcroît, un ministre de l'Enseignement supérieur, cela devient inquiétant. Le ministre des étudiants, ex-directeur du COUD, une fois de plus a écrasé la langue de Molière. La dernière en date rendue publique lors de son discours durant la tournée économique du président Macky Sall. Alors, était-ce le stress ou un discours mal préparé? En tous les cas, ces balbutiements ont certainement éveillé l'ego de certaines de ses pairs. Il semble même que cela a occasionné le poste de Mary Teuw Niane, son prédécesseur, sur son mur Facebook. Ses mots secs, son amertume, se sont fait ressentir à travers sa plume pour déplorer ce qu'il qualifie de déluge de fautes de français émanant de hauts responsables avant d'appeler ses pairs à l'aide. Même s'il ne l'a pas nommé, tout porte à croire que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur s'est offusqué de la bourde de son successeur. Alors, ces errements ne sont-ils pas le reflet d'un système éducatif boiteux? L'hivernage commence à s'installer à l'intérieur du pays et hante déjà les habitants des parcelles assainies. Et pour cause, donc, les chantiers du BRT qui ont fini de rendre difficiles les déplacements des populations. Ces dernières craignent d'ailleurs des inondations. Leur réaction dans ce reportage signé Safiatou Bandiaï. S'il y a bien des gens qui souffrent des travaux du BRT, bus rapide transfert, ce sont les habitants des parcelles assainies ou même ceux qui sont obligés d'emprunter cette route régulièrement. Ils ont creusé partout et les travaux commencent vraiment à durer et ça nous porte préjudice. Nous sommes fatigués. Des riverains qui dénoncent la lenteur dans l'exécution des travaux craignent le pire avec l'hivernage qui s'annonce. Avec ces travaux, c'est clair qu'on s'attend à un hivernage très difficile, très même. Et s'il pleut, c'est clair que les dégâts seront énormes et les voitures ne pourront plus circuler. Dans la tourmente, les habitants des parcelles assainies ont appelé les autorités à prendre toutes les dispositions pour terminer au plus vite ces travaux qui leur causent d'énormes difficultés. Et nous parlons santé selon des révélations du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. 47 des 54 pays africains ne devraient pas être en mesure d'atteindre l'objectif qui consiste à vacciner 10% de leur population d'ici septembre. Les autorités sanitaires ne s'en émeuvent pas. Elles estiment que c'est un objectif à la portée du Sénégal. Selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination, 10% de la population seront vaccinés d'ici le mois de septembre. La réaction de Dr Ousseynou Badiane que nous aurons certainement à 8h pour le Wolof. Les fonds de résilience, fonds force Covid-19 continuent de faire des mécontents.
Les artisans du Sénégal réclament leur dû et exigent aussi la lumière sur l'enveloppe de 20 milliards sur les 25 alloués à leurs différents secteurs. Le cadre des organisations professionnelles du Sénégal, COPA, entend tenir un sitting le 1er juillet prochain à la place de l'Obélisque pour dénoncer cette situation et les nombreuses difficultés des artisans. Ndiouga Dia, coordonnateur du COPA, que nous écoutons. La cause du sit-in, c'est que dans le cadre du plan de résilience Fonds Force Covid-19, le président nous avait promis 25 milliards de francs CFA. Ils nous ont remis que 5 milliards. Nous réclamons les 20 autres milliards de francs CFA. Chaque artisan devait avoir 150 000, ce qui est anormal, mais cela montre que nous sommes marginalisés, ce qui a provoqué notre colère. Le 1er juillet, nous allons rassembler 1 million d'artisans à la place de l'Obélisque. Aussi, les mécaniciens sont tout le temps déguerpis. Les menuisiers souffrent car le bois est cher. Pour les tenues des élèves, les couturiers ne sont pas bien traités. Et puis la Sonacos compte diversifier ses activités et va donc s'intéresser à l'anacarde. Une révélation de son directeur général en visite à Kolda pour constater l'état donc des stocks. Modou Diagne Fada, rassuré donc, a déclaré que Kolda vient en deuxième position après Louga avec 68 000 tonnes, 500 de graines d'arachide collectées. Plus de détails dans ce compte-rendu signé par Kadjali Badji Alun Badara Sani. Plus que l'année dernière, la Sonacos a collecté presque 70 000 tonnes selon Modou Diagne Fada. Nous avons collecté 68 000 tonnes 500 sur le plan national. Comparé à l'année dernière, nous étions à 28 000 tonnes 500. Donc cette année, on a fait des bons en avant. Même si ces bons-là en avant restent insuffisants. Toutefois, la Sonacos, dans le cadre de l'amélioration des offres de services, entend investir dans l'anacarde. Pour voir un peu comment soutenir cette filière et comment équiper l'usine de Sonacos Ziguinchor d'équipements de transformation de l'anacarde pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée dans le cadre de cette activité. Mais aussi pour que nous puissions offrir aux opérateurs privés qui s'occupent des noix de cajou. Cependant, la Sonacos a aussi repris d'anciennes activités. Sa production d'aliments de bétail, la production de vinaigre, la production d'eau de javel. En fait, le directeur général de la Sonacos dit repartir de Kolda très satisfait. Et puis à Ziguinchor, Shelter for Life invite les producteurs de l'anacarde à espacer leur plantation. Il s'agit d'une pratique culturelle qui leur permettra de gagner plus en termes de qualité et de quantité des noix de cajou. L'expérience a été faite dans le champ d'anacarde de Daouda Kamara, un producteur qui se frotte bien les mains aujourd'hui. Abdourahmane Diallo. Pour booster la production de la filière anacarde dans le sud du Sénégal, Shelter for Life met en place une nouvelle technique qui consiste à espacer les plantations. La norme veut que pour 1 hectare, il faut 100 pieds. Un quart, il faut 25 pieds. Donc quand nous avons compté, nous nous sommes retrouvés avec 48 pieds. Donc il fallait éliminer les 23. Daouda Kamara, producteur dans les Kalounaï, n'était pas du tout convaincu au début de cette nouvelle technique. Il avait catégoriquement refusé de couper 23 de ces anacardiers. Avant de couper ces arbres-là, c'était un peu dur pour moi. Aujourd'hui, ce même producteur se frotte bien les mains grâce à cette nouvelle technique d'espacement. À côté de la production aussi, il y a beaucoup de changements sur là-dessus. Parce que dans les demi-hectares, j'ai eu 394 kilos de noix d'acajou. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor qui a visité la production de Daouda Kamara alerte sur les menaces qui pèsent sur la filière anacarde au Sénégal. Si ces gens-là ne viennent plus ici, donc si notre production n'est pas compétitive, donc nous aurons des problèmes pour écouler notre production. Le lieutenant-colonel Babacar Ndione invite les acteurs de la filière à se lancer dès à présent dans la transformation de l'anacarde au Sénégal. Tout de suite, la page des sports.